Parce qu'il est 19 heures, c'est donc l'heure de la totale. En voici le sommaire. Confraternellement d'abord, les réseaux sociaux aujourd'hui, le sujet, les aspects positifs d'un instrument qui a bouleversé nos vies. Notre consoeur Oumi Regina Sambou du site Africulturel est notre invitée ce soir. Coin-Éco, l'agriculture sénégalaise à l'honneur, le directeur de l'agence de régulation des marchés, Amadou Sy, s'entretiendra avec Mamadou Ndiaye. Bouillon Culture, Oussama Monique Sagna a visité quelques galeries d'art, elle nous en parlera. Ailleurs, nous prendrons la direction de Thiès et de Touba. La capitale du rail se transforme lentement mais sûrement grâce à sa proximité avec l'AIBD. Dans la capitale du mouridisme, notre correspondant s'est intéressé au business des pots de ruminants. Question diplomatique, le Sénégal et ses voisins. Notre diplomate du jour, Biram Mboup, directeur de publication du magazine Courrier africain et consultant international. Et puis, portrait d'un animal. Cette semaine, le cochon. Le Sénégal a exporté en 2018 pas moins de 16 000 tonnes de porc. Et Kessendour viendra nous en dire davantage. Bienvenue. Confraternellement donc, les réseaux sociaux, encore appelés médias sociaux, font beaucoup de dégâts de nos jours. Injures, délations ou encore fake news, tout y passe. Des dérives qui, en un laps de temps, font le tour du monde. Des informations que nul ne parvient à maîtriser finalement, malgré la lourde tâche des modérateurs qui tentent de déceler le vrai du faux et de réguler tant bien que mal le secteur. Abdourahmane Ly s'est intéressé à cette révolution numérique. Regardez. Si le 19e siècle a été la période de la révolution industrielle, le 21e siècle a clairement été la période de la révolution numérique. L'avènement des réseaux sociaux en est une preuve plus que palpable. Aujourd'hui, il reste le système de communication le plus usité par les jeunes. Constamment le doigt sur le clavier, ils passent la majeure partie de leur temps sur les médias sociaux et partagent des contenus. Des contenus qui doivent être bien réfléchis, d'autant plus que ces médias sociaux offrent une audience incommensurable. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, ça doit être pour un objectif. C'est-à-dire savoir exactement ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Si c'est pour faire la promotion d'un produit, si c'est pour valoriser en tout cas votre expérience, votre cursus, votre vie, ou bien c'est pour, avoir un espace de dialogue avec votre communauté ou avec, en tout cas, vos connaissances. Rien que Facebook compte à peu près 3 milliards d'utilisateurs. Il y a quelques jours, WhatsApp a atteint les 2 milliards. Donc, toutes ces plateformes-là, en un laps de temps, avec un système de buzz, de reproduction très rapide, peut vous permettre de diffuser une information, même si elle est fausse. Arrêtons-nous un moment sur ces informations fausses, autrement appelées fake news. La presse en ligne est de nos jours devenue une proie facile de ces infox. Cependant, le président de l'appel ne le voit pas de cet œil. Pour lui, il faut savoir faire la différence entre un journaliste et un créateur de contenu. Ceux qui vont directement sur les réseaux sociaux et qui prennent l'information brute et qui la diffusent, on ne peut pas les appeler des journalistes. Ils sont animés que par le clic et le buzz. Et ils cherchent de l'argent via leur plateforme. Et eux, généralement, ils s'autoproclament créateurs de contenu. Donc, on ne peut pas les considérer comme des journalistes. Parce qu'en fait, il y a des techniques pour récupérer une information sur les réseaux sociaux, ou l'authentifier, faire tous les recoupements nécessaires en ligne et procéder au traitement avant de diffuser. Quoi qu'il en soit, nul n'affirmera que des dérives sont constatées un peu partout, même au niveau des sites jugés fiables suite à la publication d'informations. Cependant, ce sera sans compter sur le travail de ces modérateurs qui veillent. On a mis en place un système qui permet, selon des mots-clés, à l'intelligence artificielle qu'il puisse reconnaître tout ce qui est insulte, tout ce qui est des trucs du genre pour pouvoir supprimer les commentaires. Et après, il y a l'équipe, l'intervention humaine qui permet de voir si le robot est en train de bien faire son travail
ou bien s'il ne fait pas trop son travail. En plus, il y a la surveillance qui permet par les signalements. Comme par exemple, un lecteur de scénario peut regarder les commentaires et voir qu'il y a des insultes. Et c'est à eux parfois qui remontent l'info. Et ce qui fait que nous, on réagit instantanément. Ce chauffeur est meurtri par cette façon dont certains jeunes utilisent les réseaux sociaux. Pour lui, celle-ci n'épargne même pas les chefs religieux. Et pour éviter de tomber sur ce genre de publication, il dit s'être procuré volontairement un téléphone simple. Même les chefs religieux ne sont pas épargnés des injures au niveau des réseaux sociaux. C'est un problème très difficile à régler car ceux-là qui s'adonnent à ce genre de pratiques ne sont conscients de rien du tout. Ils ne pensent pas au futur. Et puis moi, je me dis qu'il y a trop de liberté dans ce pays. Il faudrait que ces récalcitrants soient repérés, accueillis et pour que après la justice fasse son travail. Et comme pour le rassurer, ce spécialiste des médias rappelle que les dispositifs juridiques déjà mis en place dans ce sens ont été renforcés pour sévir contre tout contrevenant. Sur le plan juridique, le Sénégal a revu son arsenal juridique pour prendre en compte tous ces éléments-là. Quand vous faites de la délation et qu'à un moment donné, vous dites des choses qui ne sont pas vraies sur la vie de quelqu'un, mais il faut vous attendre à des sanctions. Parce que de la même manière que dans le code pénal, c'est prévu, mais c'est prévu également dans les lois de janvier 2008, dans le code pénal, la réglementation a été renforcée, a été même rendue beaucoup plus sévère pour punir tous ces comportements ou tous ces écarts de comportement. Ceci dit, ce ne sont pas uniquement des écarts de comportement qu'on peut constater à travers les réseaux sociaux. Au-delà des dérives telles que des fake news, des délations ou encore des injures, beaucoup sont ceux qui font vivre leur art. Bon, moi, de ma part, je publie mes vidéos, mes images artistiques, les concerts donc j'ai fait. Moi, au CECI, avec un autre ancien du CECI, nous avons eu à organiser une grande conférence avec un grand journaliste, je peux le nommer, c'est le responsable, le président de Mediapart. Mais cette conférence-là, nous avons pris contact avec lui, nous l'avons organisée sur la base de Twitter. Quoi qu'il advienne, l'utilisation abusive des réseaux sociaux ne manque pas de conséquences sur la santé psychique de l'homme. Il faut ainsi chercher le juste milieu avec une utilisation constructive, sans quoi les conséquences pourraient être fâcheuses, nous renseignent nos experts. Notre invité sur ce sujet, Oumi Regina Sambou, bonsoir. Bonsoir, maman. Vous êtes journaliste culturel et vous dirigez le site Africulturel. Oumi, est-ce que si les réseaux sociaux n'existaient pas, vous les auriez quand même inventés? Oui, impérativement. Aujourd'hui, la plupart de mes activités, c'est grâce aux réseaux sociaux que je peux les mener. Donc, vraiment, imaginer que ça n'existe plus pour moi, non, c'est juste pas possible. Malgré tout ce qu'on peut en dire, il y a énormément de dérives et tout. Mais pour moi, c'est juste lié à un problème d'éducation parce que on n'était vraiment pas prêt à l'avènement des réseaux sociaux. Préparé à la révolution? Non, du tout, du tout. Et on ne sait pas comment se comporter avec les réseaux sociaux parce que pour moi, la plupart des dérives qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la plupart des dérives qu'il y avait avant dans la cour de récré. Il n'y avait pas les parents, il n'y avait pas d'adultes qui pouvaient voir et tout. On arrivait à régler ça, à faire en sorte de passer et de ne pas laisser de traces. Aujourd'hui, c'est différent avec les réseaux sociaux. Je pense pour nous tous, pour la plupart, nous avons vu quand on regardait nos anciens posts au début, quand ça a commencé, et maintenant, comment on poste, on va se rendre compte que nous-mêmes, il a fallu à un moment nous éduquer pour arriver à faire en sorte que ces réseaux sociaux nous soient profitables. Mais avant, au départ, nous tous, je pense, si je prends l'exemple de High Five, de Messenger, c'était plus pour garder le contact avec nos amis qui étaient un peu dispersés à travers le monde. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on pouvait en avoir un usage professionnel. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte aussi qu'il y a des défis que l'Afrique doit relever. Parce qu'aujourd'hui, le contenu sur le web, la part de l'Afrique, c'est moins de 1% ou à peu près 1% de contenu de qualité.
Parce que c'est surtout ça, la qualité des contenus à produire pour donner, que ce soit l'image que nous donnons de notre continent, de nos différents pays. Et c'est un combat de chaque jour. Il y a différents blogueurs qui sont engagés dedans, que ce soit les réseaux des blogueurs du Sénégal, dont je suis la chargée de communication, ou ceux aussi des autres pays de la zone. 1% seulement des contenus, quand vous parliez de l'Afrique tout à l'heure. Pourtant, on dit que notre continent, après avoir raté la révolution industrielle, peut rattraper son retard grâce à la révolution technologique numérique. C'est un combat perdu d'avance ou vous y croyez? Non. Vu comment nous utilisons les réseaux sociaux, non, je me dis que peut-être il y aura une partie qui va pouvoir s'en sortir grâce aux réseaux sociaux, mais il y a une écrasante majorité qui se laisse écraser par cet outil dont on ne connaît absolument rien, on ne maîtrise pas et qui est très addictif. Je prends l'exemple de Facebook, très chronophage. Moi-même, c'est Facebook qui m'empêche, par exemple, de vivre ma vie comme je devrais la vivre et tout. Et malgré tout, moi, je trouve quelques avantages. Alors, imaginons pour certains qui n'y voient aucun intérêt, mais qui, quand même, passent énormément de temps dessus. Mais justement, quels sont les avantages de ces réseaux sociaux? Parce que le sentiment le mieux partagé, c'est qu'il n'y a que des écarts et des écarts de toutes sortes. Des avantages, des exemples concrets? Ça nous permet le réseautage. Moi, en tant que journaliste, si à plusieurs reprises, dans plusieurs couvertures, que ça soit au Sénégal ou dans la sous-région, j'ai pu faire la différence, c'est grâce à mon réseau Facebook. J'avais une consoeur qui aimait se moquer de moi, qui disait que mon fil Facebook, c'était comme un fil RSS. Ça parlait juste d'actualité. Je cherchais toujours les journalistes quand il y avait un sommet au Sénégal. Je me retrouvais à recevoir des DM sur Twitter de la plupart des journalistes internationaux qui voulaient savoir exactement ce qui se passait sur place. Ces journalistes-là, quand je me déplaçais dans leur pays, toutes les informations dont j'avais besoin, je n'avais même pas besoin de me déplacer pour aller quelque part parce qu'on a su établir une relation de confiance à travers les réseaux sociaux. Oui, mais comment avoir cette culture des réseaux sociaux? Comment? C'est à travers l'éducation, parce que je trouve la base, c'est l'éducation. Et pour moi, le drame de l'Afrique, c'est qu'on a fait de l'éducation une option. L'éducation, c'est pas juste aller à l'école, acquérir un minimum de savoir ou un minimum d'instruction. Je pense que ça englobe énormément de choses. Et je pense que c'est là où on a vraiment raté le coche. Parce que c'est toujours nos monstres que nous laissons, qui ont la place libre sur les réseaux sociaux, parce qu'on a cette illusion d'anonymat que ça nous garantit et des trucs comme ça. Alors que je pense, mais si on a une certaine éducation, peu importe le lieu, peu importe où on se trouve, on va s'auto-censurer quelque part. Même si je suis archi contre la censure et tout, mais il y a certaines limites que l'éducation nous permet de mettre en place. Et c'est ça qui manque fondamentalement. Et comment convaincre ce jeune ou ce moins jeune, hein, parce qu'il faut quand même dire que les réseaux, les dérives plutôt, ce n'est pas que chez les jeunes. Comment convaincre ces gens qui sont portés sur les abus, les écarts de langage, comment les convaincre finalement à adopter l'outil comme un instrument pour faire des choses positives? Je pense pour ça il est nécessaire de donner l'exemple de personnes qui ont réussi à faire énormément de choses en restant par exemple au Sénégal grâce aux réseaux sociaux. Oui. Je pense à une consoeur comme Moussou Koro Diop qui travaille sur les réseaux sociaux, à fond dans les réseaux sociaux. C'était elle la coordonnatrice du réseau des blogueurs. Aujourd'hui, grâce au travail qu'elle a fait, elle est quelque part dans le monde avec un bon poste et c'est grâce aux réseaux sociaux. Quelqu'un comme Cherfal avec son réseau Africtiviste. Oui, que nous connaissons très bien. Voilà, c'est sur la base des réseaux sociaux qu'il a mis tout ça en place. Il y a aussi, je pense à Manla avec son projet École au Sénégal, qui résume la plupart des cours, qui permet aux élèves qui n'ont pas les moyens d'avoir un répétiteur à domicile en se servant d'une plateforme comme YouTube et en enregistrant les cours, en mettant ça en place. Ça veut dire que ça montre qu'on peut faire autre chose que de la musique et de la danse. Comme une activité génératrice de revenus, il y a plein au lieu de se plaindre tout le temps du chômage, par exemple. Oui, mais comme après c'est clair que quand on dit ça, on va virer aussi dans l'extrême où tout le monde va croire que grâce aux réseaux sociaux, effectivement, tout le monde va pouvoir s'en sortir. Mais aujourd'hui, si on voit les jeunes comme Doudou fait des vidéos, comme Marfous et tout, c'est à travers leur production sur les réseaux sociaux qu'ils arrivent à s'en sortir. Il y en a certains qui ne savent absolument pas utiliser un smartphone, comme il y a aussi des personnes âgées qui commencent à entrer dans ce monde des réseaux sociaux, qui ne maîtrisent absolument rien, qui ne mesurent même pas la portée que cet outil peut avoir. Et à qui il arrive de faire certaines erreurs et tout. Mais si on les sensibilisait, plutôt que de leur donner un smartphone, de leur
connectés au Wi-Fi et de leur dire vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec le téléphone. Oui. Et c'est souvent ce qui arrive. Vous êtes une influenceuse reconnue pour ça, non? Et vous arrivez à influencer positivement autour de vous quant à l'usage des réseaux sociaux? Je ne sais pas, parce que je ne me vois pas comme une influenceuse. Ce que je dis et ce sur quoi je m'attarde, je me dis ce que je veux éviter à mes petits frères et que je passe énormément de temps à leur parler, à leur donner des conseils, parce que nécessairement j'ai plus de vécu qu'eux et tout, et donc j'essaie autant que faire se peut d'attirer leur attention sur certaines dérives. Je le fais avec des plus jeunes, d'autres confrères, il m'arrive d'écouter la radio, de les contacter via les réseaux sociaux et de leur dire je vous ai entendu faire ceci et tout, ça ne se fait pas comme ça. Ils m'écoutent, mais de là à dire que je les influence, non, je ne pense pas, c'est un trop grand mot. Vous êtes très humble. Alors, Oumi, on va terminer par là. Les médias vous donnent-ils le sentiment d'être dépassés par le phénomène des nouveaux médias ou plutôt d'avoir su anticiper? Les médias sénégalais? Oui, les médias sénégalais. Ils sont complètement largués. Oui, oui. Complètement largués? Ils sont complètement largués. Déjà, parce que moi, avec les réseaux sociaux, c'est une grande histoire qui a commencé en 2007 où je faisais mon mémoire de recherche sur les pratiques et les usages d'Internet chez les journalistes au Sénégal. J'avais eu à faire un stage à Radio Sénégal, un stage à Sud FM, des stages d'observation où l'usage que les gens en avaient, c'était que oui, avec Internet, c'était beaucoup plus pratique parce qu'on n'a plus le téléscripteur qui envoyait les dépêches et tout. Maintenant, on peut aller sur certains sites pour trouver les dépêches et tout. Après, c'est tout. Comment faire en sorte qu'eux, ils soient présents sur Internet ou sur les réseaux sociaux? Oui. Jusqu'à présent, pour la plupart de nos grands médias au Sénégal, ils sont en train de tâtonner là-dessus. Ils sont complètement largués dans cet univers. Pour eux, il suffit de prendre un jeune qui s'y connaît et de le laisser gérer la page Facebook, de mettre les directs et tout. Non, quand on compare ce qui se fait sur nos médias sénégalais, j'ai tendance à toujours faire cette comparaison. Je compare avec le site de RFI. On voit nettement qu'il y a problème. Et les années passent, les gens ont toujours tendance à sous-estimer cela. L'essentiel, c'est que la radio ou la télé soit disponible sur Internet et que la diaspora puisse regarder, ça suffit. Alors que nous avons beaucoup de choses à dire. Il y a de la valeur à créer. Oui, effectivement, il y a beaucoup de valeur à créer et ça, les gens ne saisissent toujours pas l'enjeu. Contente de voir que le groupe Immédiat essaie de renverser la tendance. Bien, merci pour ce compliment. mais oui, parce qu'on voit avec les infographies que vous faites sur le site et comment il y a une différenciation entre ce que fait la télé, ce que fait la radio et le site Internet qui est là comme une entité à part entière. Et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Et donc, c'est à encourager. Et je pense que beaucoup de nos médias devraient penser à ça, même si on sait que ça a un coût. Ce n'est pas donné. Voilà. Très bien. Merci, Oumi Regina Sambou, d'être venue nous parler des réseaux sociaux, surtout de ces aspects positifs, la culture qu'il faut avoir, l'éducation qu'il faut également acquérir. Vous êtes directrice du site Africulturel. Merci. Merci à vous, bonsoir. merci pour l'invitation. La suite de la totale. Coin Éco, à présent, l'agriculture sénégalaise est à l'honneur ce soir, une agriculture essentiellement pluviale et saisonnière. Elle repose à la fois sur des cultures de rente comme l'arachide ou encore le coton et sur des cultures vivrières de subsistance. Donc, même si des filières comme celle du riz est marquée par des productions records, la filière arachide ou encore celle de l'oignon rencontre des difficultés. C'est un dossier d'Oumoukal Soumba. L'agriculture sénégalaise est considérée comme un secteur moteur de l'économie dans le PSE, le plan Sénégal émergent, un cadre de référence des politiques pour la période 2014-2035. D'après l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, PRACAS, avait pour objectif pour la campagne 2017-2018 d'atteindre une production de riz estimée à 1 600 000 tonnes, ou encore le développement de la filière horticole avec un volume d'exportation de 157 000 tonnes l'année. Néanmoins, l'économiste Thierno Thioune, maître de conférence titulaire à l'UCAD, fait un bilan mitigé du secteur agricole national. Le secteur agricole sénégalais, du point de vue économique, se porte bon an, mal an. Alors, je le dis pourquoi? Parce que nous avons un secteur qui contribue à moins de 20%
du produit intérieur brut. Alors que le secteur embauche plus de 70% de nos concitoyens. Du point de vue économique, c'est un déséquilibre. Mais du point de vue socio-économique, ça constitue de véritables soupapes qui permettent aujourd'hui aux populations de pouvoir s'activer. Même si l'agriculture ne nourrit pas son homme, mais ça constitue quand même une activité qui génère des ressources. Maintenant, il y a dans ce secteur des segments qu'il faut corriger pour que ça constitue vraiment une activité qui se porte très bien. La filière agricole, longtemps l'épine dorsale de l'économie sénégalaise, traverse aujourd'hui une crise. En majorité, les producteurs cultivent la terre avec un régime foncier traditionnel. Autant de facteurs qui accentuent la contre-performance du secteur. Nous avons une agriculture qui est essentiellement basée sur les cultures vivrières et de subsistance que plus sur les cultures propices à l'exportation, qui peuvent amener des devises à l'interne. Vous prenez vraiment le programme FIDA, qui est un fonds international de développement agricole avec plus de 86 milliards, qui n'a pas permis aussi d'atteindre les records qu'on attendait. Vous prenez le segment de la commercialisation, qui quand même constitue vraiment un des segments qui aurait pu permettre de créer beaucoup plus de chaînes de valeur. Si vous prenez l'arachide, avec 250 000 tonnes qu'on devrait acheter au niveau des exportations, avec un prix fixé à 210 francs, vous voyez que c'est concurrencé par les Chinois qui viennent exporter. Alors, comment maximiser la production agricole et créer davantage de valeur ajoutée? Il faut que les produits qui sont issus des secteurs de base puissent être transformés dans le secteur secondaire pour que les services puissent prendre forme. Il faut qu'on règle le problème foncier. C'est un problème important. On a entendu dire ici qu'il y avait vraiment une commission, n'est-ce pas, qui était là, mise en place et dirigée par le professeur Sourang, qui devait quand même régler toutes ces questions-là. Il faut régler le problème des semences. Les semences doivent être des semences qui sont certifiées. Nous avons encore pas assez d'outils nécessaires en matière de recherche agricole de semences, parce que si vous allez au Brésil par exemple, ils ont dépassé les niveaux de semences certifiées que nous avons, qui nous permettent d'avoir des niveaux de rendement assez élevés, et ce qui fait que donc on a toujours des retards sur ce plan. Mais aussi je crois que dans la commercialisation, nous butons à mettre en place, et les outils récents sont là, il y a la finance digitale qui permettent quand même aux acteurs d'avoir toutes les informations depuis la semis jusqu'à la récolte et de pouvoir mettre à profit tout cela. D'après les chiffres officiels, le secteur agricole représente plus de 16% du produit intérieur brut, pour dire que le Sénégal a une grande tradition agricole et que la filière emploie beaucoup de personnes. Seulement une pluviométrie moyenne, voire faible, cause une baisse de la production. Un dossier d'Oumou Kalsoumba qui nous permet d'introduire notre invité ce soir, le directeur général de l'Agence de régulation des marchés, Amadou Abdoulsi, est avec Mamadou Ndiaye. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Mamadou Ibrakan, bonsoir Mamadou Ndiaye. Alors Amadou Abdoul est un homme de terrain. Il connaît le Sénégal qu'il a sillonné plusieurs fois. Il connaît les coins et les recoins et il sait aussi la morphologie des sols du pays. Donc il peut déterminer aussi les types de production qui sont utiles pour tel sol par rapport à tel autre. D'où effectivement sa connaissance également des producteurs, de tous les acteurs du terrain. Monsieur C, donc bonsoir. Bonsoir Mamadou. Au jour d'aujourd'hui, quelle en est la vraie situation des productions locales et importées? Bon, les productions locales se portent bien dans le marché. Nous sommes au mois de février, le mois de récolte. Mais on a pris des mesures très tôt. Dès le 1er janvier, pour le carotte, le gel d'importation est intervenu. Le 8. Autrement dit, on gèle les importations. On gèle les importations pour permettre à la production locale de s'écouler. Le 8, on a gelé aussi l'importation de la pomme de terre. Et le 27 janvier, on a gelé l'importation de l'oignon. Il faut dire qu'en 2012, lorsque j'arrivais à l'ARM, le gel commençait mi-février et se terminait fin juin, début juillet. Actuellement, on a réussi à faire descendre la date
jusqu'au mois de janvier et a remonté le gel à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre. L'année passée, on a eu 242 jours de gel des importations de pommes de terre, alors qu'en 2013, on était à 182 jours. Non, d'oignons. La pomme de terre en 2013 l'importation n'était pas gelée. On a commencé en 2014 avec une phase d'essai de 70 jours, 2 mois, 10 jours, et actuellement on est à 8 mois, 5 jours de gel. Pour nous, chaque jour on est sur le terrain, on dit que la production sénégalaise peut largement couvrir la consommation toute l'année. Alors pourquoi donc Mais il y a un problème d'infrastructure, de stockage et de conservation qui se pose. Et les pertes post-récolte sont très élevées avec un département comme ton département de Podor qui produit beaucoup d'oignons, mais qui récolte à la fin du mois de février. Et au mois de mars-avril, on a des températures de 45 à 50 degrés. Okay, donc les pertes post-récolte sont... Alors on dit que l'oignon tient la vedette parmi toutes les autres productions, notamment la tomate, la pomme de terre, la carotte et même peut-être la patate. Donc, qu'est-ce qui explique ce succès justement de l'oignon, au point qu'en fait, dès qu'il en manque, les patronymes Si et Diop commencent un peu à s'inquiéter? Non, c'est-à-dire, peut-être la première expérience de gel a été appliquée sur l'oignon, et a été élargie sur la carotte, puis sur la pomme de terre. Au niveau de la tomate, il y a un système de régulation qui est un peu particulier. C'est-à-dire, à la récolte, on demande aux 3 industriels d'acheter la tomate locale. Et à la fin de la campagne, on évalue si, par exemple, l'usine de Mamadou Ndiaye a réalisé 50% d'achat, le gap restant sera réparti et Mamadou Ndiaye aura ses 50%. Donc l'effort local est récompensé sur le gap restant au niveau de la tomate. La pomme de terre qui a débuté en 2014 a largement dépassé actuellement l'oignon, mais on parle plus du gel de l'oignon que du gel de la pomme de terre. Mais là, le gel de la pomme de terre a réussi. Pourquoi? Il y a des privés qui ont investi dans les infrastructures de conservation. Ce qu'on fait après la récolte, en général, les grands privés arrivent au niveau du marché avant les petits producteurs. Et donc, bon, je n'aime pas le terme agro-business et l'économie et la production familiale. Oui. Parce que moi, je dis que dès lors qu'on produit pour mettre dans le marché, ce n'est plus l'économie familiale, mais c'est de l'agro-business. Que tu aies 1 hectare ou bien 100 hectares, c'est de l'agro-business. Donc, ceux qui ont les moyens ont investi dans les infrastructures de stockage. On leur demande, dès lors que la production est supérieure à la consommation, qu'ils mettent dans les chambres froides. Et s'ils mettent durant 3 mois, et après, si les petits producteurs n'ont plus de pommes de terre, ils sortent la pomme de terre, on calcule les charges de conservation qu'ils ont supportées et on leur fixe un prix de sortie de chambre froide qui peut être différent du prix bord champ de 50 à 75 francs suivant les charges. Alors, il semble aussi que le processus de fixation des prix obéit à des règles un peu plus complexes. Est-ce que vous pouvez aussi nous décortiquer le processus par lequel justement le prix est fixé aux producteurs, mais en même temps aussi aux commerçants qui également surévaluent pour peut-être le filer sur le marché? Oui, au début, il y avait beaucoup d'intermédiaires qui intervenaient, qui venaient jusqu'au niveau des champs pour poser des prix. Et le producteur n'arrivait pas à s'en sortir. On a créé ce qu'on appelle les plateformes de commercialisation. Au niveau de la plateforme, on met un comité de gestion multi-acteurs qui est composé des transporteurs, des commerçants et des producteurs. Tous les acteurs des différentes filières. Des différentes filières. Il y a les interprofessions aussi qui existent. C'est ça. Dans l'interprofession, on a un collège des producteurs, un collège des commerçants et souvent un collège des transporteurs. Il y a le bureau des transporteurs, le bureau des commerçants et le bureau des producteurs. Et ensemble, ils se réunissent pour élire un bureau. Mais au niveau des plateformes, par exemple, on prend la plateforme de Boubé. Tous les producteurs amènent leurs produits au niveau de la plateforme. Il y a un système de comptabilité. Donc, première entrée, première sortie. Quand, par exemple, on vend, on sait que dans tel camion, il y a 40 tonnes de Mamadou Ndiaye et 20 tonnes et on les répartit. Donc, ça a permis aussi d'avoir des lettres de véhicules qui montrent que la voiture, un camion DK 30-20 a chargé, à aérer pour livrer à Dakar. Tout à fait. Et à la fin, on prend tous ces carnets-là, on calcule. Si on voit qu'un commerçant sénégalais a fait beaucoup d'efforts locaux en répartissant les quotas,
on lui donne aussi des bonus par rapport au chiffre d'affaires qu'il a fait. Alors réunir autant de monde, ça crée un peu peut-être de bruit, non? Est-ce qu'ils arrivent justement à s'entendre? C'est extrêmement difficile. Oui, et un peu quand même compliqué, parce qu'il y a des intérêts en jeu. La consommation du Sénégal en oignon varie entre 25 et 30 000 tonnes. Et ça représente quoi comme manne financière? 25 et 30 000 tonnes. Le Sénégal, l'année passée, on a fait 8 mois de récolte, de gel. Oui, de gel. C'est après 240 000 tonnes. À 200 000 francs le prix producteur, c'est 48 milliards. N'est-ce pas? Uniquement dans la poche des producteurs. Pour le producteur. Pour les producteurs, ok. Les grossistes mettent à peu près 25 à 30 000 francs de plus. De majoration. De majoration, les demi-grossistes, les livraisons des parcs et les détails. Le détail, on se retrouve à 350. Tu multiplies par 240, c'est à peu près 80 à 85 milliards. Je reviens un peu sur la difficulté justement de fixer le prix, puisqu'il y a autant d'acteurs et autant d'intérêts. Est-ce qu'il y a justement une instance qui arbitre un peu Non, c'est-à-dire chaque année, on se réunit. Par exemple, le 13, on était à Podor, à Nyanga. La SAED a fait une projection sur les structures de prix qui va du travail du sol à la récolte. Et après, on se concerte et finalement, un prix a été... On veut que le prix soit rémunérateur pour le producteur, mais qu'il ne soit pas aussi prohibitif pour le consommateur. Et là, on trouve un prix, un juste milieu. À un certain moment, les producteurs réclamaient 225. Les commerçants étaient à 175 et finalement, avec l'administration territoriale et tout, on a arbitré pour avoir un prix borçant de 200 000 francs. Alors, depuis le temps qu'on régule le prix de ces différentes productions, arrivera-t-il un moment où on saura que maintenant, on ne peut plus ne pas réguler le marché, puisque justement les acteurs locaux commencent maintenant à bien connaître les paramètres et de maîtriser carrément en amont et en aval Bon, on a été en Hollande et on a vu beaucoup de... C'est quand même un peu difficile. À la sortie, à la fin de la Deuxième Guerre, la Hollande a mis beaucoup de moyens pour produire l'oignon et la pomme de terre. C'est pratiquement le premier producteur. C'est le premier aussi exportateur au Sénégal. Mais il y a tout un système financier qui est derrière, qui les appuie. Au Sénégal, on est encore au début. Les banques ont longtemps hésité, elles commencent à venir. Et je crois que le consommateur doit aussi supporter certains coûts pour permettre à la production nationale d'avancer. C'est vrai que c'est extrêmement difficile. Des fois, on dit que oui, le produit qui vient de la Hollande coûte presque moins cher. C'est parce qu'on a de petites surfaces. Les Niayes qui produisent à peu près 60% de la consommation sénégalaise, il est difficile d'avoir 2 hectares pour un producteur au niveau des Niayes. Il n'y a que des lopins de terre. Votre dernière question, on est pris par le temps. Oui, la présence des femmes dans ce magma d'acteurs où il y a plus d'hommes sans doute que de femmes. Oui, il y a plus d'hommes que de femmes. Dans la commercialisation, mais dans la production, on trouve beaucoup de femmes. Mais il est difficile de faire la répartition. En tout cas, ce qu'on se rend compte, c'est que sur un hectare, travaillent au moins 4 personnes. Donc pour produire 240 000 tonnes avec un rendement de 20 à 25, donc quand tu multiplies par 4, il y a au minimum entre 10 000 et 20 000 personnes qui sont employées, sans compter les autres aussi, les autres segments de la commercialisation, de l'emballage et tout. En tout cas, actuellement, on fait un appel au privé sénégalais pour appuyer les filières qui sont en train quand même de connaître un succès. Oui, on échange entre un Si et un Ndiaye autour du bol de riz ou de couscous. Oui, mais ne me demandez pas d'arbitre. Je remarque que les Niébés sont absents. Non, je sais que ça t'intéresse. Aux alentours de Louga se développe la filière de Niébé. Je m'abstiens d'arbitrer. Merci Mamadou Ndiaye, notre économiste maison. Merci à Amadou Abdoul Si, directeur général de l'Agence de régulation des marchés. Merci, Mamadou. Bouillon culture, les galeries d'art, on en dénombre beaucoup au Sénégal et surtout à Dakar. Il faut dire que les galeries sont inséparables de la création artistique. Elles offrent un cadre aménagé d'exposition et de mise en valeur et montrent également des œuvres de nos artistes. Les galeries ont aussi un but lucratif et constituent de ce point de vue un vrai business. Monica ou Oussama Monique Sagna et Sidignan signent ce reportage. Les musées n'ont pas le monopole des expositions. De nombreuses galeries d'art se sont implantées au fil des ans à Dakar.
Elle propose aux visiteurs de découvrir la scène artistique actuelle et sont censés promouvoir l'art. C'est bien dans cette logique que la galerie Léopold Sédar Senghor du Village des Arts s'est lancée. Nous avons la galerie qui est une sorte d'espace qui est vitrine pour l'ensemble des résidents du Village des Arts parce qu'en permanence s'y tiennent des expositions qui sont l'émanation de ce qui est créé sur place. Il se trouve aussi que d'une manière ponctuelle, nous pouvons recevoir des artistes qui ne sont pas résidents, qui peuvent venir exposer, ou même des artistes qui viennent en résidence et au moment de la restitution, on leur octroie cet espace pour qu'ils présentent leurs œuvres. L'ouverture d'une galerie est aussi perçue comme un investissement rentable à plusieurs niveaux selon Loman Pawlicek, une Australienne d'origine qui au fil du temps a transformé sa maison en galerie d'art et de design. Financially, the spin-off from, the one thing leads to the other that I spoke about is beneficial. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais c'est rentable pour nous. Le bénéfice, c'est au-delà de l'aspect pécuniaire. Pour l'artiste, avec la promotion que nous lui offrons, pour la communauté à travers diverses activités que nous leur proposons, surtout pour les enfants et bien sûr avec le restaurant, café, le bénéfice est au rendez-vous. Le retour sur investissement n'est pas automatique. La rentabilité de la galerie est sujette à l'achat des œuvres exposées qui, semble-t-il, intéressent de plus en plus et se vendent au Sénégal. Peut-être, mais comme nous sommes très jeunes comme galerie, ce n'est pas du tout rentable. Mais on se dit que tout début est difficile et nous nous accrochons pour que ça le devienne. Je peux dire que les tableaux se vendent à Dakar. On n'a pas toujours beaucoup vendu, mais ça se vend. Ça se vend bien. Ici, nous sommes au Sénégal, nous avons certes des clients étrangers, mais les Sénégalais achètent, il y a des collectionneurs. Il y a un nombre de collectionneurs à Dakar. Du côté des artistes, la commission perçue par les galeries est un mal nécessaire. J'ai fait des expositions où il y avait des commissions de 50%. J'ai fait des expositions avec des commissions de 40%, de 30%, 35%. Donc tout dépend. Voilà, tout dépend. Et à mon avis, c'est juste la notoriété de la galerie. Mais ce qui importe le plus, à mon avis, c'est tout ce travail qui se trouve derrière, c'est-à-dire après l'atelier, tout ce travail de communication qui se trouve derrière et que les autres doivent continuer comme les galeries. Et à mon avis, il n'y a pas de problème, j'ai jamais rencontré de problème et tout ça. Les galeries d'art sont le lien direct entre l'artiste et l'acheteur, l'œuvre et son public. Une activité sans doute qui allie art et business compte tenu du nombre croissant de ces cadres. Oussama Monique Sagna, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Qui peut ouvrir une galerie d'art? Y a-t-il un profil type? Pas du tout, il n'y a pas de profil type. Il faut savoir que les galeries sont avant tout des passionnés d'art qui allient cette passion au business. On peut rencontrer un artiste qui entreprend en ouvrant une galerie. Il y a les collectionneurs aussi qui sentent le business derrière une collection grandiose et qui décident après de l'évacuer. On peut retrouver des retraités reconvertis également, oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas vraiment de profil type pour ouvrir une galerie. Il faut payer pour entrer dans une galerie d'art? La réponse est non. L'entrée dans une galerie est gratuite parce que l'objectif, c'est de faire découvrir au grand public un artiste ou bien des œuvres. Donc, une fois que vous êtes à l'intérieur et que vous avez un coup de cœur, après, vous pouvez décrocher une œuvre et l'emporter avec vous. Justement, décrocher une œuvre, les œuvres d'art ont la réputation d'être onéreuses. Est-ce que c'est une idée reçue ou c'est une réalité? Tout dépend. Tout dépend déjà de l'artiste, du prix qu'il veut donner à son œuvre. Également de la notoriété de l'artiste. Les artistes peu connus plutôt ne peuvent pas donner un prix exorbitant à leur œuvre parce qu'ils veulent se faire connaître. Également, un artiste d'une grande notoriété peut décider de baisser le prix de son œuvre parce que c'est pas une pièce unique et veut que cette œuvre soit accessible au plus grand nombre. Donc, le prix est à peu près raisonnable. Donc, il y
a le fait de la notoriété de l'artiste, la décision vient de l'artiste, et le fait que la pièce ne soit pas une collection, une pièce unique, l'œuvre ne soit pas une pièce unique. Après, l'œuvre peut être onéreuse pour les collectionneurs férus de pièces uniques, et voilà, qui veulent après échanger ces œuvres. Donc tout dépend de la notoriété de l'artiste et la décision personnelle de fixer un prix ou du marchandage aussi. Il faut marchander. Pas vraiment. Dans une galerie, il n'y a pas vraiment de marchandage. Parce qu'en fait, s'il y a un marchandage, c'est comme si c'est l'aspect commercial qui est mis en avant. Alors qu'avant tout, une galerie doit être un lieu de promotion de l'art. Il faut avoir la passion, il faut également tout à fait. aimer l'art. Les gens même se plaignent de dire que l'accueil dans une galerie est très froid. Oui, le sourire juste suffit pour vous dire bienvenue. On vous laisse le temps de défiler, d'admirer, voilà, une œuvre. Et quand vous avez un coup de cœur, voilà, vous demandez les informations. Pas besoin de sourire commercial, quoi. Non, pas du tout. Alors, avec le pourcentage perçu par la galerie, est-ce que l'artiste n'est pas lésé? Il s'en sort? Ils s'en sortent, les artistes s'en sortent parce que le pourcentage, comme on l'entend dans l'élément, c'est un mal nécessaire. La galerie aussi doit vivre et il y a des galeries qui accompagnent les artistes. Accompagner un artiste génère des frais. Il y a les frais pour organiser les vernissages. Les vernissages, c'est juste le moment de présenter une exposition. Il y a pour le stockage, la conservation des œuvres. Tout ça génère des dépenses. Et les galeries aussi donnent une promotion à ces artistes. Cette promotion a un coût. Ça peut être les pubs, des catalogues qu'on confectionne pour les artistes, présenter des œuvres. Donc, le pourcentage est un mal nécessaire. C'est vrai que c'est de l'argent que la galerie perçoit, mais derrière, l'artiste peut s'y retrouver avec une notoriété. Alors, pour la biennale à venir, on peut s'attendre à quoi dans les galeries? Mis à part les sites officiels pour l'exposition en in, les galeries ici à Dakar vont offrir des expositions en off. C'est-à-dire que ce n'est pas des expositions officielles. Donc ça va permettre à ces galeries de se faire connaître parce qu'elles vont figurer dans le catalogue de la biennale. Il y aura des expositions d'artistes de façon individuelle ou bien un collectif d'artistes qui décide de faire une exposition dans telle ou telle galerie durant la biennale. Donc les férus d'art seront très servis durant la biennale à venir. Et justement, une biennale prévue? Ce sera au mois de mai jusqu'au mois de juin. Mai-juin, ok, mais rendez-vous est pris. Merci, tu es revenu avec quelle œuvre? À la maison. Je me mets à collectionner maintenant. Ah, ben, très bien. Merci Oussama, notre très culturel Oussama Monique Sagna. Nous avons en ligne, je crois, le diplomate de ce soir, même s'il ne nous reste que 3 minutes avant le journal d'Adama Anouchkaba. Biram Mboup, directeur de publication du magazine panafricain Courrier africain et consultant international. Bonsoir, monsieur Mboup. Oui, monsieur Kalboun, bonsoir. Vous m'entendez? Merci de m'avoir invité. Biram Mboup, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors notre sujet ce soir, ce sont les relations entre le Sénégal et ses voisins les plus immédiats. Comment peut-on qualifier ces relations? De bonnes, de moins bonnes? En fait, vous savez, Mamadou, après la diplomatie de rupture d'Abdoulaye Wade, qui fut profondément internationaliste, de par son ancrage panafricain, Macky Sall, le 4e président de la République du Sénégal, s'est évertué à faire renaître le réalisme dans la politique étrangère de son pays. Son programme de campagne en 2012, si vous vous souvenez bien, le Yon Yokote et ses premiers pas sur la scène internationale, dessinait les contours d'une diplomatie sénégalaise moins démonstrative que celle de son prédécesseur et qui replace la rationalité au cœur de l'action de l'exécutif sénégalais. Donc, pour répondre à votre question, oui. En tout cas sur la scène internationale, le Sénégal jouit d'un prestige et joue un rôle sans commune mesure avec son poids démographique et économique. Pourtant, ses relations avec les pays voisins depuis 40 ans ont été mouvementées. Oui. La Fédération du Mali, constituée au moment des indépendances en 1960 avec le Soudan d'alors, n'a vécu que quelques mois. Les relations entre les deux pays rangés dans des camps antagonistes, modérés et progressistes ont été les plus réduites pendant plusieurs années.
La liaison du Mali avec la côte s'est développée sur Abidjan aux dépens de Dakar. Avec la Guinée dirigée par Sékou Touré, l'antagonisme ne s'est atténué qu'après 1975, quand les relations de la Guinée avec la France ont été renouées. Avec la Guinée-Bissau, les relations ont connu un tournant après l'accession de ce pays à l'indépendance en 1980. Ouais. Avec la Mauritanie, les relations se sont dégradées dans les années 80. Ouais. La tension a culminé au moment des incidents sanglants de 1989 qui avaient conduit à la fermeture de la frontière. Et puis des interventions en Gambie et en Guinée-Bissau, on peut dire finalement un voisinage sous tension? Mais tout à fait, sous tension. Mamadou, ce qui s'est passé récemment avec justement la fermeture de la frontière sénégalo-gambienne, mais est assez illustratif. Parce que si vous vous souvenez bien, avec la Guinée dirigée par Sékou Touré, l'antagonisme ne s'est atténué, c'était en 1975. Avec la Guinée-Bissau, la même chose. Avec aujourd'hui la Gambie, et la Gambie qui forme une quasi-enclave dans le Sénégal, pénétrant dans les terres sénégalaises à hauteur de 300 km. Donc, les relations sont encore toujours mouvementées entre le Sénégal et ses voisins. Et puis, on a, pour terminer peut-être, Birame Mboup, très rapidement, la situation que nous suivons en Guinée-Bissau avec presque cette impasse politique liée à la publication des résultats de l'élection présidentielle. Quelle devrait être la posture du Sénégal? Mais vous savez que la posture du Sénégal doit être neutre. En fait, comme vous le savez, le président Macky Sall est considéré comme un sage dans la sous-région. Et Embalo, qui était proclamé vainqueur, est venu à plusieurs reprises d'ailleurs, venu voir le président Macky Sall. Donc la posture doit être une posture justement de médiation. De médiation. Très bien. Parce que nous sommes à quelques kilomètres de la Guinée-Bissau. Merci Birame Mboup. On est pressé par le temps. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du magazine africain, panafricain plutôt, Courrier africain, et vous êtes consultant international. Adama Anouchkaba, toutes mes excuses de vous avoir piqué 7 minutes pour le journal. Bonsoir Adama. Quelques minutes. Et bon journal. Bonsoir Mamadou et bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur ITV, le journal que nous démarrons avec les hommages rendus ce matin à Ousmane Tanor Dieng au siège du Parti socialiste. Macky Sall et plusieurs autres figures du régime actuel et même de l'opposition ont été présents. Notre reporter Youssouf Konté également son compte rendu. L'hommage à Ousmane Tanor Dieng a réuni toute la classe politique sénégalaise. Idrissa Seck, Malick Gakou, Macky Sall, tous étaient à la maison du Parti socialiste. Un vibrant hommage a été rendu au fils de Nguyen. Ousmane Tanor Dieng n'est donc pas parti. Il nous offre son parcours comme un livre qui demeure ouvert comme une source d'inspiration intarissable. Qu'il plaise donc à Allah, Seigneur des mondes, en l'accueillant là-haut, de lui adresser ce beau verset: ô âme apaisée, entre parmi mes serviteurs choisis, entre dans mon paradis. Pour la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, non moins secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng reste une icône dans le monde politique sénégalais, au-delà africain. Si ensemble nous avons décidé de l'organisation de ce cérémonial pour saluer la mémoire de Tanor, c'est à la fois exprimer à nouveau notre redevabilité à son égard et partager notre émotion encore vive avec sa famille, ses camarades de combat et ses amis qui restent nombreux au Sénégal, en Afrique et ailleurs dans le monde. Merci Ousmane, nous ne t'oublierons jamais. Une vidéo retraçant la vie de feu Ousmane Tanor Dieng a été projetée comme pour l'offrir un modèle. Pour le président Macky Sall, un comité de l'État s'en est allé avec les reconnaissances des chefs d'État sénégalais. Les morts ne sont pas morts, disait Birago Diop. Nous célébrons plus sa vie
que sa disparition. Car il est toujours là. Et il est toujours là parce qu'il a laissé dans son chemin de vie et dans nos mémoires des marques utiles, précieuses et indélébiles. Aux fonctionnaires d'une culture d'État peu commune. Et à ce propos, je voudrais dire qu'il a réuni au moins le respect et la considération de tous les chefs d'État du Sénégal. Ousmane Tanor Dieng s'est éteint le 15 juillet 2019. Il continue à recevoir des hommages à titre posthume. Le Parti socialiste rend hommage à son défunt secrétaire général Ousmane Tanor Dieng depuis vendredi. D'après Barthélémy Diaz, les partisans de Khalifa Ababacar Sall n'ont pas été conviés à ces hommages. Barthélémy Diaz était l'invité de Mamadou Ibra Kane dans le JDD. Je vous propose de regarder cet extrait de l'entretien. D'abord, nous n'avons pas été conviés. Ah bon? Oui, et je voudrais le regretter et dire que la plupart des gens qui vont aujourd'hui être à cet hommage sont loin de pouvoir témoigner sur l'homme, M. Ousmane Tanor Dieng, pour ne l'avoir pas fréquenté. Et je suis désolé quand on se permet aujourd'hui d'inviter des membres de la coalition présidentielle et refuser d'inviter des camarades socialistes. Ce sont des divergences, certes, que nous constatons et que nous assumons. Mais je pense que dans la vie, on doit faire preuve de grandeur et de responsabilité. M. Ousmane Tanor Dieng, je pense que si on devait aujourd'hui parler de l'homme, il y a des gens qui devaient être conviés à cette table pour pouvoir parler de l'homme et faire un témoignage. Au-delà de nous. Guy Marius Sagna en prison, son cas abordé devant le jury du dimanche. Barthélémy Diaz sollicite l'intervention de l'Église catholique sénégalaise et même du Vatican pour faire libérer l'activiste Guy Marius Sagna. Barthélémy Diaz s'est aussi prononcé sur le silence de mort de Khalifa Ababacar Sall depuis sa sortie de prison. La synthèse de l'émission avec Pape Ibrahim Ndiaye. Alors que Khalifa Sall garde toujours le silence, lui n'hésite pas à le briser pour aborder l'avenir politique de l'ex-maire de Dakar. Barthélémy Diaz, proche du leader de Taxawu Dakar, tient à apporter des précisions sur la situation de son mentor. Il réaffirme que Khalifa Sall n'est ni preneur ni demandeur d'une amnistie. Dans la tête de Khalifa Sall, il ne s'agit pas de question d'amnistie. Dans la tête de Khalifa Sall, il ne s'agit même pas d'une question d'être président de la République ou pas. Dans la tête de Khalifa Sall, il s'agit aujourd'hui de restaurer la démocratie et les valeurs et les principes au Sénégal. Le maire de Dakar Sacré-Cœur reste un fervent défenseur de l'ex-maire de Dakar, mais aussi de Guy Marius Sagna. Barthélémy Diaz déchire l'arrêté d'Ousmane Ngom qu'il qualifie de politique et lance un appel au Vatican et à l'Église catholique sénégalaise. Il leur demande d'intervenir pour obtenir la libération de l'activiste. Moi, je ne parle pas à des forces politiques. Je ne parle pas à des forces syndicales. Je ne m'adresse pas à la société civile. Depuis quelques jours, je ne parle, je ne discute, je n'échange qu'avec des jeunes catholiques qui n'ont jamais fait de politique dans leur vie. Guy Marius Sagna appartient à une communauté. Il appartient à l'Église catholique du Sénégal. Et notre intime conviction, s'il était mouride, Samton Mbake, on l'aurait lâché. S'il appartient à la famille Si, on l'aurait lâché. S'il était de Cambérène ou de Yoff, Laïla et Maktar, on l'aurait relâché. C'est parce qu'il n'a peut-être pas où s'adosser. Ou peut-être il vient d'une communauté qui a sa façon de faire, qui est toujours effacée, qu'on dit oui, on peut faire ce qu'on veut de Guy Marius Sagna. Bien qu'exclu, Barthélémy Diaz se considère toujours militant du Parti socialiste. Il remet en cause, encore une fois, la légitimité des membres du directoire du PS et déplore le non-renouvellement des instances de cette formation politique depuis 2014. Merci beaucoup, Pape Ibrahim Ndiaye. La corruption à la Banque mondiale. Un rapport rendu public mardi dernier a révélé qu'au moins 5% de l'aide financière au développement que la Banque mondiale attribue aux pays du Sud se retrouve dans les paradis fiscaux. Des économistes sénégalais en ont discuté dans l'air du temps de ce dimanche. Amadou Gaye de l'UNIS est expert en économie numérique et parle d'une perte de 400 milliards de francs CFA par an pour le Sénégal à cause de la fraude et de la corruption. Alassane Seck de la Ligue sénégalaise des droits humains remet en cause le leadership du chef de l'État. Voyons tout cela avec Mamadou Gaye Kassé. Une partie de l'aide de la Banque mondiale destinée aux pays du Sud qui finit par se retrouver dans les paradis fiscaux n'est pas nouveau, encore moins étonnant. Le mal est beaucoup plus profond.
pour nous, en tout cas, Africains et Sénégalais, cela ne devrait pas nous surprendre. Et là, d'ailleurs, l'étude se limite juste à la corrélation avec les comptes offshore, mais nous-mêmes, nous pouvons faire le lien entre les marchés publics, l'aide et le développement de l'immobilier ici. Hein? Il y a ça aussi, il y a d'autres dispositifs, disons, de blanchiment de l'argent qui est détourné des ressources publiques. L'expert en économie numérique parle d'une perte de plus de 400 milliards de francs CFA chaque année pour le Sénégal à cause de la surfacturation. Il y a des études qui ont déjà démontré que 25% du PIB, le quart du PIB, donc, est perdu à cause justement de la corruption, des marchés surfacturés, et des dépenses inefficaces. Ça veut dire qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a au moins 400 milliards à peu près de surfacturation à chaque année budgétaire. Son co-débatteur fustige le manque de rigueur érigé en règle dans les pays en voie de développement, dont le Sénégal. Il dénonce également l'absence de sanctions. C'est pour dire que même si la Banque mondiale n'est pas une sainte, les pays africains qui ont tout à perdre, parce que étant extrêmement pauvres, je pense au Sénégal, moi j'ai été à l'intérieur du pays, j'y vais très souvent dans la banlieue, c'est pire encore. Donc ils n'ont pas donné l'exemple de rigueur et on ne voit pas de sanctions derrière. Tout se passe comme si les gens qui sont donc indexés, qui sont près du gouvernement, qui sont près de l'État, ne sont presque pas inquiétés. Même pas une sanction administrative, à savoir un déplacement ou une mise à pied. On fait à la limite de la promotion. Ces invités mettent en mal le leadership du chef de l'État qu'ils qualifient de faible. Ils pensent que les forces vives de la nation doivent davantage s'impliquer dans les affaires du pays. Et ce phénomène que l'on remarque de plus en plus à Dakar, des espaces publics transformés en parkings automobiles. Les gérants de ces parkings non réglementaires justifient leur présence par la création d'emplois. Adamassar et Barasso, reportage. À Dakar, le constat est réel. La plupart des espaces sont transformés en parking automobile. Badaraka nous explique la cause. Ouais, le pourquoi c'est parce que tu sais, comme je t'ai dit, nous, on est des anciens aventuriers, comme on dit, des Sénégalais de l'extérieur. La plupart des gens ici, après d'avoir vécu à l'extérieur, il y a certains gens qui sont fait 20 ans, 10 ans. Comme un bon citoyen, on est tous retournés dans nos pays pour s'investir et créer des emplois. Selon toujours lui, l'État leur avait promis 7 hectares à Diamniadio, mais la promesse n'est toujours pas concrétisée. Monsieur le ministre Abdou Karim Fofana nous a reçus à Diamniadio. On était là, on a parlé, on a discuté sur la situation. Et il nous avait promis de nous appeler dans un mois pour faire une autre réunion, pour voir la situation, comment le gérer ensemble. Mais depuis lors aussi, personne ne nous a appelés, on est toujours là. Non loin de la VDN, nous sommes sur les 2 voies de Sacré-Cœur. M. Bayan, gérant de parking automobile, appelle les autorités étatiques à aider les nombreux jeunes qui s'activent dans ce domaine. La plupart des gens qui sont dans ces parkings d'automobiles ici sont des jeunes. Nous croyons en nous, tout ce que nous voulons, c'est de gagner notre vie à travers ce métier. Donc nous appelons l'État à nous aider. A signaler que la plupart de ces propriétaires de parking automobile sont des Sénégalais de la diaspora qui sont revenus au Bercail pour investir dans ce secteur. Et ce reportage sur la cola, ce fruit symbolique dans les mariages et baptêmes, les secrets de la cola percée par Mortala Anne et Kessendour. La cola, un fruit très important dans les cérémonies sénégalaises. Certaines personnes utilisent la cola sans pour autant savoir les secrets de ce fruit. Cette dernière renferme beaucoup de vertus. L'utilisation de la cola remonte à des temps très anciens. Elle permet de brûler la graisse quand on la consomme après les repas. L'autre vertu en est que la cola empêche toute personne d'avoir une mauvaise haleine. Mais avec le temps, sa consommation diminue. Des fois, c'est même difficile d'en trouver pour en offrir. Pour la religion, ce n'est pas une obligation pour la célébration de ces festivités.
La cola est quelque chose de très symbolique lors des cérémonies. Mais cela ne veut pas dire que sans la cola, on ne célèbre pas le mariage. C'est depuis nos ancêtres que nous faisons cette pratique, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Malgré son importance, l'utilisation de la cola est devenue de nos jours moins fréquente, mais elle est toujours présente dans les cérémonies. Merci beaucoup Mortal Anne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Restez avec nous sur ITV, la suite de la Totale dans un instant avec Mamadou Iwakan. Merci Adama et bonsoir. Ailleurs à deux destinations ce soir. D'abord Thiès, la capitale du rail, bénéficie beaucoup de sa proximité avec l'aéroport international Blaise Diagne. C'est en tout cas le constat fait par ses habitants interrogés sur place. AIBD a favorisé plus d'activités commerciales et économiques dans la région. Il en est ainsi du développement du secteur de la construction. Cependant, les récriminations ne manquent pas, notamment dans le domaine du transport. Correspondance Isidore Alexandre Sen. Route de Sindia, exactement sur la bretelle qui mène à l'autoroute Ila Touba, à 16 km de l'AIBD, aéroport international Blaise Diagne. Sur le long de ce chemin se développent diverses activités, commerce, habitat et bien sûr transport. À chaque acteur son commentaire sur l'opportunité de l'aéroport. On n'avait presque rien à faire à part rester à la maison, mais depuis l'ouverture, on a une occupation et c'est grâce à l'aéroport. Bien sûr, je fais les courses pour l'aéroport. Et lorsqu'on me paye 8 000 francs, il faut que je pense aux 1 000 francs qui vont au péage, aussi bien à l'aller qu'au retour. Auparavant, on paye 500 francs. On s'est levé un bon matin et on a constaté le prix à la hausse, c'est-à-dire à 1000 francs. Auparavant, il n'y avait rien ici. Maintenant, avec l'ouverture de l'aéroport, on peut faire nos courses ici et pas besoin d'aller au marché. La proximité de l'aéroport à la ville de Thiès favorise une ruée dans la partie ouest de la capitale du rail. Des bâtiments sortent de terre avec un rythme croissant. Dieu merci, le travail dans les bâtiments marche bien en ce moment. Il y a de plus en plus de chantiers autour de l'aéroport et ça se ressent sur notre travail. Ceux-là qui passaient par là, ils se rendaient soit à Hambourg, soit à Saly. Économiquement, je peux dire que la région de Thiès évolue dans le bon sens, surtout dans ce secteur où il y a la route. Et il y a les vendeurs à côté. La tendance que beaucoup ont adoptée est la modification des maisons avec des magasins juste à côté. De l'autre côté, le trafic est devenu intense sur l'axe Thiès-AIBD. Il existe fréquemment des embouteillages qui méritent réflexion. De Thiès à Sindia, la route est trop étroite. On y recense énormément d'accidents, de deux roues, de voitures particulières et de camions bien sûr. Ils auraient dû penser à augmenter la route car elle est très utilisée pour se rendre à l'aéroport. Ça doit être une priorité. Capitale du rail avec 2 gares ferroviaires, Thiès abrite le plus grand aéroport du Sénégal qui place le département comme un futur hub touristique qui pourrait concurrencer la Petite Côte. Ailleurs à Touba aussi, les collecteurs des pots de ruminants ne gagnent plus leur vie convenablement. On est loin de l'époque où l'activité était une vraie mine d'or. Selon le président des collecteurs, le marché ne marche plus, sans jeu de mots. Une situation due à un manque de clients et l'arrêt des exportations vers l'Europe. Cherdia parle de 1000 pots collectés par jour à Touba, où l'installation d'une unité d'exploitation se fait désirer. Gorandaklo signe le reportage. De l'éleveur au collecteur en passant par l'industriel et le tanneur, le business des pots de ruminants reste une véritable mine d'or avec une capacité de collecte de plus de 1000 pots par jour et ceci n'est qu'une infime partie de la quantité réelle de pots à Touba selon le président de l'association des collecteurs qui évoque un manque à gagner, une situation due
à de nombreux problèmes. bu dee affaire commerce bi moom dañ cee bari ay problème parce que léegi gars yi Touba bagages yi ñu bari clients yi bari nangootuñoo ñëw. Actuellement, nous avons d'énormes difficultés pour exploiter à bien les pots de ruminants. Je peux dire même que ce n'est plus un gagne-pain car il n'y a qu'une seule tannerie qui achète le produit et il n'y a pas de contrôle. Les prix sont fixés à sa faveur. Actuellement, le prix d'une peau est à 700 francs CFA et personne ne peut savoir le pourquoi. léegi nag mu ngi koy jaayee 700 francs te prix boobu kenn xamul lu ko waral te ñun tamit xamuñu lu muy jaayee der yi waaw loolu moom suñu problème la si dëri gàtt yi. Malgré un secteur porteur et prometteur, les professionnels de la tannerie se comptent sur les doigts au Sénégal. Aujourd'hui, seule une société est encore active sur le terrain. lu ko neex lay def bu dee daaneel sax bu fekkoon day proposer temps sangam deri lii la temps sangam deri prix bii la du ñu jaaxal mais mooy toog benn bis bureau. En fixant le prix, l'usine ne consulte jamais les collecteurs. Le responsable se lève un bon jour et dicte ses règles. Et cela n'arrange pas les collecteurs qui sont sur le terrain et qui dépensent leur propre argent. léeg-léeg ñu dikk ne leen dañuy daaneel ñu ne ñu non contrat bi la ñuy eggale xam nga loolu problème la suñu xaalis di yàqu si biir nga xam ne daal temps yi moom la ñu yàqu la ci xaalis ci dara bari na. Le président des collecteurs de peaux de ruminants annonce également l'arrêt des exportations de leurs produits vers l'Europe. amoon nañ ay partenaires yoo xam ne noonu lañu daan def dañuy ñëw gaare seen conteneur ñu jaay leen der yi ñu importer. Auparavant, il y avait des partenaires qui nous soutenaient. Ils exportaient les peaux vers d'autres pays, mais depuis un bon moment, le marché est fermé. Depuis boobu ba léegi der yi usine bi kese moo ko fiy jënd mënatuñoo importer der yi moo tax mu wàññi ko ba 700 francs. Touba rencontre aujourd'hui d'énormes difficultés pour l'exploitation de ces peaux, d'où l'invite des collecteurs à installer une unité d'exploitation de ce produit tant prisé. na fi mu toll nii procès boobu mosoon naa ci dox benn marche pour mën jéem a defar ay baaj defar ay procès xam nga. J'ai même pensé à créer une petite unité d'exploitation des peaux de ruminants car l'expérience est là, mais les moyens font défaut et le produit ne marche plus comme avant parce que les clients se font rares. mais man doon naa ko bëgg a créer fële sax bu ndaw mais xam naa loolu bu amoon ñu ci jàppale tam. L'exportation des peaux de ruminants, un manque à gagner pour le Sénégal, au moment où la commune de Touba peine à tirer profit dans ce secteur. Portrait d'animal, la femelle s'appelle la truie, le mâle le verra et les petits les gorées. Bienvenue dans l'univers du cochon, c'était pas évident. En 2018, le Sénégal en a exporté près de 16 000 tonnes, mais l'animal, lui, reste encore méconnu des populations. Cette semaine, nos reporters sont allés à la rencontre des éleveurs de porcs de la région dakaroise afin d'en apprendre plus sur cette bête qui éloigne souvent ceux qui ont les narines sensibles. N'est-ce pas, Kessendour, sur ce plateau? Regardons son reportage avec Moussa Fall. Court sur pattes, une tête un peu grande par rapport à la taille de son corps, un dos tellement droit qu'il l'empêche de relever le groin et une odeur dérangeante. Le porc n'est sans doute pas l'animal qui jouit de la meilleure réputation. Domestiqué depuis la préhistoire, il fait encore l'objet de nombreux préjugés, notamment à propos de son hygiène. L'animal est vraiment noble, même si on a tendance à croire qu'elle est sale et tout. Mais nous qui l'avons élevé, on sait que même le porc, là où il doit faire ses besoins, c'est pas là où il se couche. Il a même dans son enclos une partie qui est réservée aux besoins. Comme nous on fait avec des toilettes, là où il se couche, il a les tiques qui le piquent souvent. C'est eux qui lui poussent à vouloir se baigner dans la boue. Parce que les tiques ne supportent pas la boue. Ils se débarrassent des parasites, quoi. C'est comme un peu l'hippopotame qui est herbivore et qui va se submerger dans l'eau pour éviter d'être piqué. Pour remplir son assiette, le porc utilise son groin. Omnivore et fouisseur, il retourne la terre à la recherche de racines, de détritus, mais aussi de vers et de tout ce qu'il peut trouver au sol. Une activité qui lui occupe la journée. Le porc a un petit estomac, il doit par conséquent faire plusieurs repas par jour.
un frein à son exploitation par l'homme. Le porc étant déjà très très bas, pour le faire travailler, ça va être un peu difficile. C'est un animal par contre qui est très résistant. Donc a priori, si on pouvait avoir des instruments de travail, par exemple des charrues à sa taille, il peut bien faire l'affaire. Entre 90 cm et 1,80 m de long et environ 1 mètre au garrot, le cochon est puissant, mais son poids n'est pas un obstacle. Adulte, il peut courir à une vitesse de 18 km/h, soit 1,5 km en 5 minutes. Une vitesse qu'il apprend à développer très jeune. Après 3 mois, 3 semaines et 3 jours dans le ventre de sa mère, dès sa naissance, le porcelet doit courir afin d'éviter de se faire exterminer par ses pairs. Ce n'est pas le porc qui a donné naissance au bébé qui va les manger, ce n'est pas la mère qui les mange. C'est le mâle qui va les manger, mais dans le sens de se débarrasser d'un concurrent par rapport à sa femme. Parce que le porc, dès qu'il a des bébés, il va avoir tendance à les privilégier et à les alimenter au détriment de son mari. Mis à part cette petite expérience de survie en début d'existence, le cochon est un animal extrêmement sociable qui tisse des liens étroits avec ses proches. Les porcs vivent en groupe et dorment blottis les uns contre les autres, préférablement groin à groin. C'est d'ailleurs ce trait de caractère qui lui a valu l'expression bien connue « copain comme cochon ». Kessendour, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Le cochon a la réputation d'être intelligent. Une idée reçue ou... Non, c'est tout à fait vrai. En réalité, les tests de QI ont prouvé que l'intelligence du cochon était souvent supérieure à celle du chien ou même du chimpanzé. Non seulement il a la notion du temps, mais il dispose également de sentiments, d'émotions. Il est capable d'empathie, ce qui lui permet parfois d'être un peu taquin, notamment avec les éleveurs, l'être humain. C'est un animal qui est extrêmement joueur et surtout, il a la notion du temps. Ce qui veut dire qu'il peut avoir des souvenirs et a conscience que dans l'avenir, des événements peuvent se reproduire, des événements qui se sont déjà produits par le passé. Et en 1997, des chercheurs ont mis en place une expérience et ont prouvé que le cochon était capable de jouer aux jeux vidéo. Il est capable de tenir une manette, un joystick de la même manière que nous le faisons. Et ça tend à prouver en tout cas qu'il est capable d'avoir des réflexes et de se rendre compte de ce qui se passe sur un écran, donc dans une réalité virtuelle. On sait que le porc n'est pas utilisé pour le travail. Pourquoi alors on l'élève autant ? Eh bien, en fait, c'est tout simplement pour sa viande. Le porc reste l'animal le plus consommé dans le monde, malgré les interdits de l'islam ou du judaïsme notamment. On le disait, plus de 16 000 tonnes de porc ont été exportées en 2016, rien que pour le Sénégal, pays quand même à 95% musulmans. Donc c'est bien qu'il y a une demande. Et il y a plusieurs races en fait. On peut les catégoriser en deux parties. D'un côté, celles qui sont les porcs qui sont élevés pour leur viande et l'autre pour la procréation. Ceux qui sont élevés pour leur viande sont en général plus gros et ont une chair plus grasse, alors que ceux destinés à la procréation sont plus minces mais sont capables, pour certaines races, d'avoir jusqu'à 20 petits par portée, ce qui est relativement énorme et très avantageux pour les éleveurs. Dans votre reportage, on peut voir des étals de viande. On peut savoir combien coûte un cochon ? Eh bien, en fait, ça varie non seulement en fonction de la race, tout comme pour les moutons au moment de la tabaski, on trouve plusieurs qualités de porc, mais aussi tout simplement de l'éleveur et des difficultés qu'il a eu à alimenter, à faire grandir sa bête. Par exemple, on sait qu'en ce moment, certains éleveurs ont du mal à trouver du foin ou même du son pour nourrir leurs animaux. Donc ça fait monter le coût. Et par exemple, pour un cochon de lait, les prix peuvent varier de 25 000 à 40 000 francs selon les éleveurs, ce qui fait que sur les étals, on peut trouver plusieurs cochons de lait, a priori identiques, mais à des prix pouvant varier grandement. Merci Kessendour. Le cochon à l'honneur cette semaine et puis la semaine prochaine pour un autre animal. Sûrement, avec plaisir.
C'est la fin de cette totale que nous dédions ce soir à notre doyen Mamadou Amadou Tamimouane, président du conseil d'administration du journal Le Soleil qui est décédé aujourd'hui. Toutes nos condoléances à sa famille et à nos confrères du quotidien Le Soleil. La totale, rédaction en chef Khalifa Diakhaté, réalisation Mass Mboup et toute l'équipe technique. Merci à tous les reporters qui ont participé à cette émission et retenez demain un grand rendez-vous. C'est un entretien spécial avec l'ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Il est aujourd'hui ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. C'est à l'occasion de l'an 1 de la réélection du président Macky Sall. Entretien à suivre demain sur tous nos supports, radio, télévision et sites bien sûr. Merci de nous avoir regardés ce soir. Excellente soirée.